Je vais expliquer qu'est-ce que c'est le fantastique. Donc, le fantastique a été étudié par de nombreux théoriciens, dont les principaux sont Pierre-Georges Castet, avec les contes fantastiques en France de Nodier à Maupassant en 1951. Aussi, Louis Va avec la séduction de l'étrange en 1965. En plus, on peut trouver Roger Caillois avec l'anthologie du fantastique en 1966. Aussi, Svetlana Todorov avec l'introduction à la littérature fantastique en 1970. Aussi, Jean-Baptiste Barognon avec un nouveau fantastique en 1977 et finalement Joël Malraux avec le fantastique en 1992. Il n'existait pas de définition à la fois simple et rigoureusement exacte, car chaque théoricien exclut de sa classification une grande partie du corpus fantastique occidental. Les récits fantastiques sont des œuvres d'imagination qui sont liées à la réalité. On parlait de réel fictionnel. Ils rompent avec la vision cohérente que nous en avons. Le fantastique met en scène deux logiques opposées, l'une rationnelle et l'autre irrationnelle. Ce phénomène reste étrange, même s'il est impossible dans la réalité de la fiction. Il propose une hypothèse qui élargit notre croyance du réel et du fait de ce que prétendument est l'impossibilité d'y apporter une réponse. Et on peut dire que son objectif est d'évoquer une problématique. Le fantastique propose une infinité d'expériences des limites du réel et montre une critique de la vision commune du monde. L'étrange commence lorsque survient un événement auquel le personnage ou le lecteur ne peut pas donner d'explication. Par exemple, des bruits inexpliqués, des objets déplacés, des comportements incompréhensibles, parmi d'autres événements auxquels le personnage ne trouve pas une explication. Selon le philosophe mystique russe Vladimir Solovyov, dans le véritable fantastique, on garde toujours la possibilité extérieure et formelle d'une explication simple des phénomènes, mais en même temps, cette explication est complètement privée de probabilité interne. Ça veut dire qu'il y a un phénomène étrange qu'on peut expliquer de deux manières, par des types de causes naturelles et surnaturelles. Il y a la possibilité d'hésiter entre les deux et c'est l'effet fantastique. Le fantastique se définit donc par rapport à ce de réel et d'imaginaire. Le fantastique, dans son texte, est directement lié à la capacité qu'il a de plonger le lecteur dans un sentiment de doute sur la crédibilité de narration. Un lecteur captivé ne peut pas se soustraire à des interrogations de la sorte. Et si cela se pouvait,
si à un moment donné, c'était moi dans une situation pareille, que ferais-je? Ce type de question, c'est ce qu'on ne peut pas faire si on est captivé par la lecture. Alors, on va passer à l'origine du fantastique. Donc, quelle est l'origine du fantastique? Ce genre était influencé par les romans gothiques qui s'intéressent au thème de rationnel et de l'angoisse et aussi en témoignant un goût prononcé pour le macabre. Le fantastique est influencé par l'analyse psychologique. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec l'essor de la littérature dite décadente, dont les thèmes de prédilection sont la cruauté, le vice et la sexualité, le fantastique n'est plus une finalité en soi. Il est un moyen qui permet de faire passer une provocation, une dénonciation ou une volonté esthétique. Pendant cette période, il n'y a pas de proprement parler d'écrivains fantastiques, mais de nombreux auteurs ont écrit des textes fantastiques. Au début du XIXe siècle, le récit fantastique connaît un véritable essor dans toute la littérature européenne sous la forme privilégiée du conte de la nouvelle. Et au XXe siècle, le récit fantastique prend un nouvel élan avec les interrogations de l'homme sur la condition humaine. Donc, à partir de ce moment, nous allons dire les caractéristiques du genre fantastique. Donc, il est normal que dans le texte de type fantastique, il présente peu de personnages. Nous avons ici deux exemples, le Horla et la Vénus de Lille, dans lesquels il y en a justement 5 personnages, disons. Dans le Horla, le narrateur, les médecins, Madame Sablé, l'hypnotiseur et le Horla. Et dans la Vénus de Lille, les narrateurs, Monsieur de Peyorade, Alphonse, Mille de Puygaring et Madame de Peyorade. Ce sont justement 5 personnages dans chaque texte. En plus, il est normal que le personnage parle en première personne. Disons, c'est une manière que l'écrivain fantastique utilise pour faire partie au lecteur du texte en utilisant le pronom je. Disons, dans l'Orla, il dit le 19 août, je l'ai tué, je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi tout près, si près que je pourrais peut-être les toucher, les saisir. Un autre exemple, on le trouve dans Lettre d'un fou de Guy de Maupassant et l'extrait dit « Je vivais comme tout le monde, regardant la vie avec les yeux ouverts et aveugles de l'homme, sans m'étonner et sans comprendre. Je vivais comme vivent les bêtes, comme nous vivons tous. » Et en plus, un autre exemple, on le trouve dans Aurélia. Elle dit que c'est ainsi que je m'encourageais à une audacieuse tentative. J'ai résolu de fixer le rêve et d'en connaître le secret. Pourquoi, me dis-je, ne point enfin forcer ces portes mystiques, armées de toute ma volonté, et dominer mes sensations au lieu de les subir? En plus, nous avons que dans le récit fantastique, le personnage principal se montre comme intelligent, sympathique, mûr et comme un homme ou femme normal et raisonnable. Cette situation permet au lecteur de faire empathie avec chaque personnage.
Disons, dans la Vénus de Lille, on commence à présenter le personnage principal avec l'extrait suivant. M'avait présenté à sa femme et à son fils comme un archéologue illustre qui devrait tirer les ruissillons de l'oubli ou les laisser indifférence du savant. L'utilisation d'un état second. Dans les textes fantastiques, normalement on trouve un état second qui conduit le héros à la limite de la conscience. Et cela ouvre la voie aux écrivains pour écrire des faits qui sortent de la raison. Les principaux états que les écrivains utilisent sont la fatigue, la fièvre, l'ivresse, la somnolence et les drogues. La Vénus de Lille, l'écrivain utilise l'ivresse comme état second. Disons, les misérables, pensais-je, est complètement ivre. Vous êtes antiquaire, monsieur, ajoutait Marie d'un ton lamentable. Vous connaissez ce statut-là? Il a peut-être quelques ressorts, quelques diableries que je ne connais point. Si vous alliez voir... Et alors là, l'état second que l'on utilise, c'est la somnolence, disons. Elle s'assit dans son fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublé. Le cœur battant, la gorge serrée, je voyais les yeux de Madame Sablé s'alludir. Sa bouche se crispait, sa poitrine allaitait. Au bout de 10 minutes, elle dormait. Donc, les figures de style, la personnification. Normalement, dans la littérature fantastique, les écrivains utilisent la personnification pour donner des qualités humaines aux choses. Disons, dans la Vénus de Lille, c'est une statue qui possède des caractéristiques humaines, qui peut marcher, qui peut serrer la main. Et disons, on va lire cet extrait. Si fait, mais la Vénus, elle a serré les doigts. Il me regardait fixement d'un air hagard, s'appuyant à l'espagnolette pour ne pas tomber. Et dans Lettre d'un fou, on trouve que le narrateur le donne de caractéristiques humaines à une chose que l'on ne connaît pas. Disons, il a compris que je l'avais vu, mais moi, je sens que je attendrai toujours jusqu'à la mort, que j'attendrai sans repos devant cette glace, comme un chasseur à l'affût. Donc, dans les textes de type fantastique, la comparaison et la métaphore est normalement utilisée. Elles permettent de créer un type d'analogie normalement entre deux choses pour pouvoir comprendre les sens précis que l'écrivain voulait évoquer. Dans Lettre d'un fou, on trouve la comparaison dans ces extraits. Cette métamorphose, accomplie par le nerf auditif dans le court trajet de l'oreille au cerveau, nous a permis de créer un art étrange. La musique, les plus poétiques et les plus précis des arts, vague comme un songe, exact comme la gèvre. Donc, pour finir, le thème du fantastique, on les trouve dans un article qui a fait la prof Véronique. Et je vais vous lire le texte de thèmes qui sont utilisés pour le fantastique. Disons, les pactes avec le démon, l'âme en peine qui exige pour son repos qu'une certaine action soit accomplie, les spectres condamnés à une course désordonnée et éternelle, la mort personnifiée apparaissant au milieu des vivants, la chose indéfinissable et invisible mais qui pèse, qui est présente, les vampires, c'est-à-dire les morts qui assurent une perpétuelle jeunesse en suçant le sang du vivant. La statue, les mannequins, l'armure, l'automate qui soudain s'aiment et acquiert une redoutable indépendance. La malédiction d'un sorcière qui entraîne une maladie épouvantable et surnaturelle. La femme fantôme, issue de l'au-delà, séductrice et mortelle. L'intervention des domaines du rêve et de la réalité. La chambre
l'appartement, l'étage, la maison, la rue effacée de l'espace, l'arrêt ou l'interruption du temps. Dans cette partie, on va voir quelques auteurs et quelques œuvres très connues. Voici Charles Nodier avec son œuvre Trilby, le lutin d'Argyle. Nodier est né en 1780 et il est mort en 1844. En 1800, il arrive à Paris. Il était bibliothécaire et avec Schneer, il a fondé le bulletin du bibliophile. Aussi, il était membre de l'Académie française. Parmi ses œuvres, on trouve Un pouvoir du fantastique en littérature. C'est un article très célèbre où il expose l'histoire de l'esprit humain et ses étapes. Aussi, L'affaire aux miettes, Les fantasmes marins et Les démons de la nuit. Par rapport à Trilby, le lutin d'Argyle, il a été publié en 1822. Dans l'histoire, Janine, c'est une femme qui sent une étrange passion pour Trilby, un lutin venu de fond des âges. Dans ce récit, Nodier réduit les frontières entre les songes et la lucidité, et on peut voir une caractéristique claire du fantastique où le lecteur est dans un état permanent de doute. Guy de Maupassant. Maupassant est né en 1850 et il est mort à l'âge de 43 ans. Il était disciple de Flaubert et il connaît des autres écrivains si importants comme Émile Zola. Il se caractérisait pour avoir une pensée pessimiste et il s'intéressait des thèmes comme la peur et la folie. Dans ces dernières années, Maupassant aimait la solitude. Il avait développé une crainte pour la mort et il souffrait de paranoïa et de syphilis. Il avait traité de se suicider et finalement il est mort dans une clinique. Par rapport à son œuvre L'Horla, on écoute qui est la prémisse de la folie de Maupassant. Dans L'Horla, on peut voir que le personnage raconte ses angoisses et les divers troubles qu'il sent autour de lui par la présence d'un être invisible qu'il a nommé Lola. Dans la première version, le personnage est dans une maison de santé et dans la deuxième version, le personnage écrit un journal intime. Dans Lola, on trouve une caractéristique si importante. Selon Todorov, Maupassant fait que le lecteur ne doute pas du témoignage du narrateur, sinon qu'il cherche avec lui une explication rationnelle à ces effets bizarres. Le lecteur sera tenté d'expliquer la fantaisie par la folie. Maupassant aussi a écrit beaucoup des autres œuvres, par exemple Contes de jour ou de la nuit, Une vie et aussi Bel-Ami. Gérard de Nerval. Nerval est né en 1808 et il est mort en 1855. Sa mère est morte quand il avait 2 ans. Il était ami de Théophile Gautier et en 1841, il souffre ses premières hallucinations et délires parce qu'il a associé des images de sa mère morte à un univers imaginaire dont il était le souverain. Il est interné à la clinique. Finalement, il se suicide le 25 décembre. Par rapport à Aurélia, le protagoniste ne peut pas accepter la mort de ses bien-aimés parce qu'elle représente la mort perdue et la passion tronquée. Par ses rêves, il comprend que le monde des esprits est lié au nôtre et qu'il y a une autre vie où la rencontre des âmes est possible. Selon Todorov, avec Aurélia, Nerval expose 2 aspects importants. Le premier, le personnage ne décide pas quelle interprétation il va donner aux faits. Il croit parfois qu'il est à cause de la folie, mais ne va jamais donner une certitude.
Et aussi, le narrateur n'est pas sûr que tout ce que le personnage a vécu révèle de l'illusion. Aussi, Nerval a écrit beaucoup de œuvres, par exemple Les filles de feu, Le monstre vert et La danse des morts. Alexandre Dumas. Dumas est né en 1824 à Paris et il est mort en 1895. Il était le fils d'Alexandre Dumas et d'une modeste couturière. Alors, il était reconnu à l'âge de 7 ans. En 1822, il s'installe à Paris et il travaille dans les bureaux du secrétaire du futur roi Louis-Philippe Ier. Il collabore aussi avec Auguste Maquet. Il a écrit des œuvres très importantes, par exemple Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot et Le Comte de Monte Cristo. Aussi, il a écrit Le collier de la reine consacré à la reine Marie-Antoinette. Il doit s'exilier à Bruxelles avec Victor Hugo. Après, par rapport à son œuvre L'Émile est un fantôme, il s'agit d'un recueil de 15 contes fantastiques qui a été publié en 1844. Prosper Mérimée. Mérimée est né en 1803 à Paris et il est mort en 1870 à Cannes. Il était écrivain et historien et aussi il a fait ses études en droit. Il était membre aussi de l'Académie française. La plupart de ses œuvres sont publiées en la revue du Monde. Mérimée a écrit La Vénudile, publiée en 1837. Dans l'histoire, l'événement surnaturel a lieu quand une statue, la Vénus, s'anime et tue son nouveau mari, qui a eu l'imprudence de lui laisser au doigt sa bague de mariage. Un aspect important de ce récit, c'est qu'il y a des expressions figurées qui précèdent l'événement, et cela conditionne de cette manière au lecteur. Par exemple, la description de la statue dans la page 5 de notre livre, il y avait une description de la statue avant de raconter l'histoire. Et dans la description, on peut voir qu'il dit « Elle a l'air méchante ». Mérimée aussi a écrit autres œuvres importantes, par exemple Colomba, Carmen et Arsène Guillotte. Littérature fantastique en Europe et en Amérique latine. Le mouvement en Europe et l'évolution à travers les temps. Par rapport au terme, l'élément fantastique a expérimenté de diverses facettes et transformations jusqu'à la dénomination de fantastique. Avant l'invention du terme, il était considéré comme merveilleux, surnaturel, invraisemblable et étrange. Après la première apparition du terme, rêve, surréaliste, science-fiction et histoire d'horreur. Le récit fantastique est apparu en France au XVIIe siècle. Jacques Cassot est l'initiateur du genre avec son ouvrage Le Diable amoureux en 1772. Au commencement du XIXe siècle, le récit fantastique a connu son apogée dans toute la littérature européenne sous la forme privilégiée du conte et de la nouvelle. Au XXe siècle, le récit fantastique obtient une nouvelle initiative avec les interrogations de l'homme sur la condition. De cette manière, les écrivains arrivent à exprimer leur univers intérieur. Kafka et Buzzati, les genres s'orientent de même vers l'heroic fantasy, avec des œuvres comme Les Seigneurs des Anneaux de John Tolkien. La littérature fantastique est au cœur de la culture moderne scientifique en jouant le rôle d'un interlocuteur problématique. L'évolution du mouvement. Ce mouvement en Europe a expérimenté des transformations grâce à deux personnages qui ont laissé des traces à l'époque. Dans la première moitié du XIXe siècle, les merveilleux médiévales et les pré-fantastiques d'origine anglaise ont suivi des transformations avec l'arrivée des contes fantastiques de l'allemand Hoffmann,
qui ont marqué les débuts du fantastique classique. En Europe, les écrivains se sont dirigés vers la formule du conte d'Hoffmann, vu qu'ils ont trouvé les merveilleux naturels et vivants. Hoffmann incarnait le fantastique de la folie. Le terme fantastique a été introduit avec cet écrivain allemand qui nommait ses contes comme fantasy, cependant fantastique en version française. L'explication qui correspond au changement du terme se doit parce que la fantaisie renvoyait plutôt aux caprices et au désir au lieu de l'imagination et le mystère. La deuxième moitié du XIXe siècle s'est caractérisée par la figure d'Edgar Allan Poe et les débuts du fantastique moderne. Il est important de mentionner les différences qui existaient entre Hoffmann et Poe à partir d'une hypothèse. Si Hoffmann incarnait le fantastique de la folie, alors Poe représentait le fantastique de l'intérieur physique, de l'énigmatique. Allan Poe avait une célèbre phrase: « La terreur ne vient pas d'Allemagne, mais de mon âme ». Les mouvements en Europe. En France, le fantastique apparaît dans le pré-romantisme français. Une génération d'écrivains ont suivi les chemins des comtes allemands, par exemple Nodier, Balzac et Deschamps. En Angleterre, la littérature fantastique a été marquée par les mouvements gothiques à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Avec les romans noirs ou d'horreur, Horace Walpole rédige le premier roman noir appelé Les Châteaux d'Otrante. Anne Radcliffe rédige Le mystère d'Udolphe et Matthew Lewis rédige Le Moine. L'objectif de ces romans a été de choquer, de causer de la terreur et de nourrir les sentiments cruels. Il est important de mentionner des grands œuvres fantastiques au tout long du XIXe siècle anglais, depuis Frankenstein, publié en 1818 par Mary Shelley, jusqu'au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, 1890, et au Dracula de Bram Stoker, 1897. En Espagne, avec les textes comme les romanceros et l'histoire chevaleresque des morts de Grenade, 1809. En Italie, avec des écrivains comme Dante, Alfieri, Bandello et Vico. En Allemagne, les contes d'Hoffmann ont laissé des traces dans les débuts du mouvement. En Belgique, la littérature fantastique belge, c'est une littérature de révolte. Des auteurs plus importants, John Ray et Franz Ernst. Dans la littérature anglo-irlandaise, avec les principaux auteurs tels que Charles Maturin, Gerald Griffin, William Carleton et Sheridan Le Fanu, il traite d'attirer les lecteurs en mettant en valeur les domaines du terrible. Dans beaucoup de ses œuvres, on peut trouver la figure mythique du vampire. En Grèce, la Grèce a reçu l'influence traditionnelle des traductions des œuvres étrangères et d'études du XIXe et du début du XXe siècle. Les données socio-grecques présentent des différences par rapport à la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Ces différences ont été marquées par la recherche de la libération et la dévotion à la littérature des morts et les passés littéraires glorieux, lesquels ne permettent pas l'exploration du fantastique. Pourtant, après les années 70, les fantastiques grecs qui se trouvent en train de création de nos jours se distinguent en deux catégories fondamentales. La première, les fantastiques inspirent de nouvelles technologies et d'inventions scientifiques. Se caractérise par l'illusion de l'au-delà, ça veut dire d'un monde régi par des lois surnaturelles. La deuxième, les fantastiques, influencés par les cris des morts, présentent l'apport à travers les morts qui parlent, qui hantent les vivants et qui provoquent évidemment des phénomènes inexplicables. En Grèce, n'a pas eu vraiment un écrivain grec proprement fantastique. Cependant, il y a eu des œuvres fantastiques qui ont été rédigées de manière occasionnelle par les plus grands auteurs. Par ailleurs, le domaine de littérature en musique, la symphonie fantastique de Berlioz, les vaisseaux fantômes de Richard Wagner, les Fredshots de Carl Maria von Weber et les œuvres d'Hoffmann
qui ont été transformés en opéra par Offenbach. En peinture, les tableaux de Heinrich Fuseli, par exemple Le Cauchemar et les dessins de Gustave Doré. Ces œuvres laissent des traces d'une période mystérieuse, fantomique et obscure, remplie d'allégories et de symboles. Celui-ci, c'est Le Cauchemar, les tableaux de Johann Heinrich Fuseli en 1781 et qui dessine bien les caractéristiques du fantastique en peinture. Le mouvement fantastique en Amérique latine. Si c'est vrai, Todorov annonce la mort du fantastique du XIXe siècle par conséquence de l'émergence de la psychanalyse, cela ne veut pas indiquer toutefois la mort de la machine fictionnelle. Le fantastique est reconnu comme un genre qui est toujours en changement. On se situe au XXe siècle à l'apparition d'une série d'écrivains latino-américains très importants qui abandonnent les conventions de représentation réaliste et qui construisent une littérature qualifiée de néo-fantastique. Cette espèce de renaissance du fantastique donne la possibilité de débattre des causes de cette poursuite sous l'optique du progrès humain. Jean-Baptiste Varonian, dans son texte Un nouveau fantastique, mentionne que si bien cette nouvelle forme du fantastique apparaît en France à la fin du XIXe siècle, c'est à partir des écrivains comme Borges et Cortázar que cette littérature atteint un vrai développement et une expression internationale assez significative en Amérique latine et le monde. Il est très important de comprendre les différences entre les termes fantastique et réalisme magique. Fantastique, c'est la dénomination d'un genre. Le réalisme magique correspond au nom d'un mouvement littéraire qui est apparu en Amérique latine à peu près de 1918 comme le reflet d'une série de facteurs historiques et artistiques qui, en évolution et modification, allaient connaître un véritable apogée dans la littérature des années 1950 à 1960. Le réalisme magique s'est développé en Amérique latine au XXe siècle comme un mouvement de contestation aux ordres préétablis de la société en développement du continent américain. Il est important de mentionner la notion de la littérature fantastique par Jorge Luis Borges dans son œuvre Diálogos ou Dialogue en français. La littérature fantastique n'est pas une évasion de la réalité, mais elle nous aide à la comprendre d'une manière plus profonde et plus complexe. Certains écrivains latino-américains plus importants du réalisme magique, comme Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges et Julio Cortázar, Gabriel García Márquez.